Il est 14 heures. On va ouvrir l'après-midi pour ce colloque du groupe Polyhandicap France, donc sur le thème de l'innovation et la façon de s'approprier les nouveaux outils d'accompagnement. Je souhaite la bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour l'après-midi. Voilà, dans la continuité de ce matin, nous allons traiter ce thème sur les méthodes innovantes d'accompagnement. Du fait de la situation sanitaire, donc nous avons dû réaménager à la fois notre modalité d'échange en visioconférence, mais aussi le contenu du colloque. Et donc, nous avons fait le choix de prioriser les interventions sur les méthodes d'accompagnement, les approches innovantes qui permettent de soutenir à la fois les pratiques professionnelles, les pratiques d'accompagnement, mais aussi de venir en soutien des familles et des aidants en particulier peut-être dans cette période difficile, mais en tout cas pour faire évoluer la qualité de l'accompagnement des personnes polyhandicapées. On ne peut que constater que l'évolution récente des approches dans l'accompagnement, des méthodes d'accompagnement, l'avancée a été extraordinaire sur ces dernières années, et a fortiori, si on prend encore plus de recul sur les 50 dernières années, l'approche, la compréhension des besoins des personnes polyhandicapées a très fortement évolué. Pour illustrer cette évolution depuis ces dernières années, on pourrait évoquer par exemple le cahier des charges des unités d'enseignement polyhandicap qui a été cité ce matin et qui est paru donc très récemment en octobre, dans lequel il est précisé que tous les enfants polyhandicapés, et les adultes aussi, toute personne polyhandicapée, quel que soit le profil de polyhandicap, peuvent rentrer dans des apprentissages. Donc, ça symbolise de manière très forte l'évolution des représentations sur les compétences des personnes polyhandicapées et donc l'exigence qui en découle dans leur accompagnement et les outils qu'on peut leur mettre à disposition. Mais donc pour cet après-midi, nous avons souhaité retenir 3 approches, parmi d'autres, qui nous semblent particulièrement intéressantes et importantes, à la fois dans cette logique d'innovation et donc d'amélioration des conditions d'accompagnement des personnes. Donc la première approche, c'est le programme START, qui a pour objectif donc une appropriation du concept de TND, de troubles neurodéveloppementaux, et une diffusion de l'approche fonctionnelle de l'accompagnement dans une logique de décloisonnement aussi entre les différents secteurs, entre les différents besoins, les différentes méthodes. Donc ce programme sera présenté par Muriel Power, qui est à l'écran. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir accepté de participer à ce colloque pour présenter le programme START que vous animez en lien avec le professeur Vincent Desportes, qui est neuropédiatre et qui fait partie de la filière déficience. Mais je vous laisserai présenter plus complètement, bien sûr, votre programme. Muriel, je vous laisse la parole donc, sur ce projet START. Je précise peut-être, avant de vous laisser la parole, que moi-même, donc en tant que directeur d'une plateforme polyhandicap qui accueille des jeunes en situation de polyhandicap, j'ai participé à ce programme et donc nous sommes convenus ensemble qu'après votre intervention, je puisse faire un bref retour sur la façon dont nous avons pu nous intégrer de façon très intéressante et avec une plus-value très importante pour nous dans ce programme. Voilà. Merci d'avance pour votre intervention. Merci beaucoup, Monsieur Quilien, de m'avoir convié à ce colloque.
alors que l'objet même de START, vous l'avez dit, n'est pas le polyhandicap en tant que tel, mais les troubles du neurodéveloppement. J'aurais aimé que Vincent Desportes puisse être avec moi, mais ça n'a pas été possible. Donc, je ne pourrais peut-être pas répondre à l'intégralité de vos questions. Je m'y emploierai, en tout cas. Donc, cette présentation vient clôturer 3 ans de réflexion et de travaux collectifs au moment même où se pose la question des modalités de généralisation de la démarche France entière. Parce qu'aujourd'hui, START, c'est une expérimentation. On va voir en quoi c'est un outil pédagogique original. Première diapositive peut-être. Je ne sais pas si... Est-ce que ça... Voilà. Merci beaucoup. Donc, START pour Service territorial d'accès à des ressources transdisciplinaires est un projet qui est multipartenarial, qui est coporté donc par la filière nationale de santé déficience et ses partenaires, associations de professionnels, associations de personnes malades, de personnes en situation de handicap et leurs familles, fédérations employeurs, que sont donc la FEAP, Nexem, l'UNAPI, l'Alliance Maladies Rares, l'ANECAMS et le collectif Déficience Intellectuelle. Avant de démarrer dans le vif du sujet, 2 mots donc juste sur cette filière nationale de santé qui est déficience, qui est dédiée aux maladies rares du neurodéveloppement, qui a été créée donc dans le cadre du 2e plan national maladies rares, qui est financé par le ministère de la Santé et qui est animé par le professeur Vincent Desportes, neuropédiatre aux Hospices civils de Lyon. Cette filière réunit sur l'ensemble du territoire national des équipes de professionnels hospitaliers au sein de 27 centres de référence et 79 centres de compétences qui s'organisent autour de 5 réseaux aux expertises disciplinaires complémentaires. C'est extrêmement important. Le réseau déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap, dont a rapidement parlé Marie-Ulie ce matin, qui est coordonné par Delphine Héron et Thierry Billette. Le réseau maladies rares à expression psychiatrique, qui est coordonné par David Cohen et Angèle Consoli. Le réseau épilepsie rare, qui est coordonné par le professeur Riman Abou. Le réseau malformation du cervelet, coordonné par Lydie Burglen. Et enfin, le réseau Prader-Willi et obésité syndromique, qui est coordonné à Toulouse par Maïté Taubert. Les missions de cette filière et les missions des filières en général s'organisent autour de 3 axes. L'amélioration de la prise en charge et du parcours de soins des personnes, le soutien à la formation et l'enseignement, le développement de la recherche clinique fondamentale, mais aussi dans le domaine des sciences humaines et sociales. Tous les professionnels de la filière, en fait, sont amenés à développer une expertise double, à la fois syndromique et fonctionnelle, encouragée par la très grande diversité des situations pour un même syndrome, allant d'une déficience intellectuelle légère à une déficience intellectuelle profonde, associée ou non à d'autres troubles. Dans cette filière, handicap et maladie ne font qu'un, et la très grande majorité des enfants et des adultes est accompagnée au quotidien par des professionnels du secteur social et médico-social de tout poil, et de plus en plus par des professionnels de l'éducation nationale. Et c'est vrai que dans une logique de parcours de soins et de vie au plus près des besoins des personnes, réussir l'articulation entre les secteurs sanitaires, éducatifs et médico-social est central. Et c'est dans cette logique de parcours de soins et de vie au plus près des besoins des personnes qu'a été pensée collectivement, qu'a été pensée, conçue et mis en œuvre cette expérimentation START. Deuxième diapositive. Donc START a été financée à titre d'expérimentation par la CNSA et 2 ARS, l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes et l'ARS Île-de-France, qui ont d'emblée accepté de participer à cette aventure collective. Ce projet bénéficie du soutien du secrétariat général du ministère des Affaires sociales,
du comité interministériel au handicap, de la délégation interministérielle de la stratégie nationale autisme au sein des TND. Je dis tout ça parce que c'est extrêmement important pour le devenir du projet, on l'espère. Et on a ces soutiens parce qu'il est en phase avec les différentes réformes engagées ces dernières années visant à reconfigurer l'offre sanitaire et médico-sociale autour d'une logique de parcours de la personne. Donc, on va revenir ensemble sur le contexte de la genèse du projet et sur les déterminants de ce dispositif original. Diapositive suivante. Nous sommes partis donc d'un certain nombre de constats partagés, constats donc d'ordre clinique et scientifique d'une part. Diapositive suivante. Les troubles du neurodéveloppement, en fait, correspondent à un défaut de développement d'une ou plusieurs compétences cognitives attendues lors du développement psychomoteur et affectif de l'enfant, qui entraîne bien sûr un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif, scolaire, familial, professionnel et social. Et regrouper tous les TND sous une seule et même entité, qui ne gomme pas les spécificités de chaque trouble, est une approche pertinente sur le plan scientifique et clinique, très opérationnelle en termes de réponse accompagnée pour tous, pour beaucoup de raisons. La première étant que plusieurs de ces troubles peuvent être observés simultanément chez une même personne. Vincent en parlerait mieux que moi, mais d'autres arguments œuvrent pour le regroupement de ces troubles. Le repérage et le dépistage des TND les plus sévères, troubles du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle, dys complexes, impliquent les mêmes acteurs sur le terrain, les professionnels de la petite enfance, les PMI, les pédiatres, les crèches, l'école maternelle, dont le rôle est avant tout de repérer les enfants à risque de TND et pas forcément de préciser d'emblée le type de trouble. Autre point extrêmement important, ça a été dit ce matin par Christiane Jambard, qui a participé aussi à nos travaux, une évaluation précise des compétences forces et faiblesses est nécessaire pour toute personne avec un trouble du neurodéveloppement, en particulier aux périodes de transition, et les professionnels impliqués, psychologues, neuropsychologues, orthophonistes, ergothérapeutes, psychomotriciens, psychiatres, neuropédiatres, sont aussi les mêmes, quel que soit le trouble. Diapositive suivante. Ces arguments, en fait, il y en a d'autres, mais je ne les cite pas tous, poussent à passer, en fait, d'une logique de diagnostic catégoriel à une logique de diagnostic fonctionnel. Monsieur Quilien le disait en introduction. Ces arguments poussent aussi à passer du sur-mesure pour quelques-uns et prêt à porter pour le plus grand nombre à du sur-mesure pour tous, et de passer donc de dispositifs qui sont spécifiques pour certains troubles à des dispositifs qui deviennent compétents pour tous. On va le voir. Diapositive suivante. START s'inscrit, autre constat, START s'inscrit pleinement dans le sillage des politiques publiques déployées autour des troubles du neurodéveloppement. Diapositive suivante. Depuis le rapport Ringard de 2002 concernant les troubles du langage et des apprentissages, les 3 plans autisme successifs entre 2005 et 2017 et l'expertise collective de l'INSERM de 2016 sur la déficience intellectuelle, qui a donné lieu à des états généraux de la déficience intellectuelle auxquels vous avez peut-être participé, que nous avons coordonnés et qui ont permis la formalisation de 10 propositions et de 80 propositions d'action, et qui ont permis d'appeler le gouvernement à une feuille de route pour tous les TND. Ces 10 propositions, en fait, ont largement nourri le comité de pilotage de la stratégie autisme à l'époque, et ont participé à la volonté d'élargir cette stratégie nationale autisme à l'ensemble des troubles du neurodéveloppement.
pardon, il fallait passer à la diapositive suivante. Et donc, on va encore passer à la diapositive suivante. Autre constat partagé, c'est que les professionnels, en règle générale, qu'ils soient du soin ou de l'accompagnement, de première ligne ou de deuxième ligne, sont insuffisamment formés. Les professionnels, en fait, ne sont formés au mieux que sur un des troubles, alors que de nombreuses structures et de nombreux dispositifs de très récents, les PCPE, les DIH, les PCO, sont en fait des dispositifs qui sont ressources pour l'ensemble des troubles. On note aussi une méconnaissance des avancées scientifiques et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles. Et on note également un cloisonnement des acteurs, chacun étant très concentré dans sa structure, ses préoccupations, son silo. On peut enchaîner. Et c'est donc en réponse à la diversité et à la complexité des situations, parce que la coopération n'est plus une option, que START propose un modèle intégratif de formation décloisonnée, englobant tous les TND, dans le but de mettre à jour et de décloisonner les savoirs sur les troubles du neurodéveloppement, d'améliorer et de soutenir la transformation des pratiques professionnelles, aussi bien de l'accompagnement que du soin, des enfants et des adultes, d'impulser de nouveaux modes de coopération, plus transversaux que ceux qui sont à l'œuvre aujourd'hui, et tout ça à l'échelle du territoire. Quand je dis territoire, c'est à l'échelle infradépartementale. Ce qui nous anime tous, c'est de contribuer à rendre le système plus répondant aux besoins des personnes, plus équitable, tout en renforçant la pertinence des interventions. Diapositive suivante. L'objectif très concret de START, c'est de permettre à l'ensemble des acteurs d'un territoire donné de co-construire le projet individualisé d'une personne présentant un ou des TND en tenant compte des souhaits de la personne, de ses compétences et de ses fragilités, de ses besoins de soutien. Et cet objectif peut être vite intégré, vite dit, mais il implique en fait de bien connaître le fonctionnement de la personne, quel que soit son profil, et la palette d'outils d'évaluation et d'intervention pour pouvoir les adapter. Diapositive suivante. Cet objectif général a été décliné en objectif pédagogique. Je vais passer rapidement, mais mieux connaître les personnes présentant un trouble du neurodéveloppement, connaître les principes et les outils d'intervention et d'évaluation. Diapositive suivante. Et coordonner le parcours de personnes présentant un trouble du neurodéveloppement. Ça n'est pas simple. L'idée étant que chaque professionnel, là où il se trouve, se sente acteur et co-responsable d'une chaîne d'intervention, associant donc différents professionnels et structures, intervenant sur un parcours donné, à l'échelle d'un territoire donné. L'idée, c'est de bien faire comprendre à chaque professionnel qu'il ne peut rien faire seul et qu'il est dépendant de ce qui se passe avant lui, de ce qui se passe après lui et autour de lui. Et l'idée, c'est aussi d'inviter les professionnels à adopter une pratique réflexive, c'est-à-dire de pouvoir questionner et adapter sa pratique en fonction des profils des personnes accompagnées. Diapositive suivante. Alors, le contenu pédagogique de START a été défini par un comité pédagogique de près de 40 personnes,
a été conçu par des groupes thématiques réunissant aussi bien des professionnels du soin que des professionnels du médico-social, que des professionnels de l'éducation nationale. Et ce qui nous a tenu à cœur, ça a été bien sûr de nous appuyer sur le savoir expérientiel d'aidants en responsabilité associative. Ce contenu pédagogique s'organise autour de 8 modules qui comprennent les différentes facettes de l'accompagnement et du soin. Vous les avez donc sous les yeux. L'originalité de la formation, c'est que ce contenu, en fait, est centré sur le fonctionnement de la personne et pas sur des dispositifs ou des aspects juridiques, réglementaires. On est vraiment centré sur, de A à Z, sur le besoin de la personne, la façon dont elle fonctionne et la manière dont on va accompagner les professionnels à se saisir des outils, de clés de lecture, de principes d'intervention pour adapter au mieux leurs interventions au fonctionnement de la personne qui est en face d'eux. Diapositive suivante. Alors, j'ai pris l'exemple du module 3. Christiane Jambard est revenue ce matin sur l'importance d'une évaluation précise des compétences, force et faiblesses pour toute personne avec un trouble du neurodéveloppement, mais plus généralement avec un handicap, et en particulier à toutes les périodes de transition. Diapositive suivante. En fait, chaque module décline ses propres objectifs pédagogiques, et dans ce module, on souhaite inviter chaque professionnel, quel qu'il soit, où qu'il soit, encore une fois, à l'hôpital, en ville, en IME, en masse, en femmes, voilà, au sein d'un DIH, à la mise en œuvre en fait d'une enquête pour aller chercher tous les éléments qui vont participer à la compréhension du fonctionnement de la personne qui est en face de nous. Et ça passera par une évaluation médicale, mais ça passera aussi par une évaluation de la personne dans son environnement. Diapositive suivante. Alors, la coopération, on le sait tous, elle ne se décrète pas. Elle est, pour l'avoir éprouvée pendant 3 ans, à titre personnel, mais à titre collectif aussi, elle est tout aussi réjouissante qu'inconfortable. Elle invite chacun à sortir de sa zone de confort pour accueillir la compétence de l'autre. Elle invite à ce que chacun puisse s'autoriser à interpeller l'autre en toute bienveillance. Et on a mis le doigt dans Start sur cette difficulté que les professionnels ont les uns et les autres à se mettre en lien, à poser des questions, à demander de l'aide. C'est vrai qu'il nous a semblé nécessaire, en lien, encore une fois, avec la complexité et la diversité des situations, de devoir croiser les savoirs de professionnels du soin de différentes disciplines, de professionnels de l'accompagnement et de différentes organisations, et le savoir expérientiel. Avec l'idée aussi de pouvoir, à l'occasion de Start, identifier justement les compétences de chacun, de pouvoir repérer les ressources du territoire donné. Et bien évidemment, c'est la clé de voûte de tout ça, de pouvoir partager un langage commun, compréhensible de tous, déjargonné au maximum, sans être pour autant simpliste. Et donc ce dessin de Tinius qu'on a trouvé en fait sur les murs de la salle de notre premier comité pédagogique a accompagné l'ensemble de nos travaux. Il est assez emblématique de la philosophie dans laquelle on s'inscrit tous. Voilà, diapositive suivante. Alors, je ne vais pas détailler l'écosystème dans lequel le projet, enfin l'expérimentation s'est déployée. Juste revenir sur le rectangle du bas. La cible du dispositif, en fait, ce sont tous les professionnels de deuxième ligne,
issus des établissements sociaux, médico-sociaux, issus du sanitaire. Ces établissements, ces professionnels ont été en partie ciblés par les ARS partenaires qui ont inscrit le projet dans leur PRS. Et ces professionnels, encore 2 mots, sont venus donc aux sessions en étant au moins 2, avec au moins un professionnel en responsabilité dans la structure, pour que justement ce qui a pu être diffusé à l'occasion des sessions puisse être relayé auprès des équipes et puisse, dans la durée, faire l'objet de changements de pratique. On a organisé, parce qu'on souhaite vraiment capitaliser au maximum sur cette expérimentation, on y a mis beaucoup d'énergie, beaucoup de compétences. On a donc organisé le 4 février dernier une journée au ministère de la Santé qui a réuni tous les acteurs du projet, les concepteurs, les partenaires, les financeurs, les formateurs, certains participants, nos institutionnels. Et à l'issue de cette journée a signé l'engagement de tous pour prolonger au maximum les effets de cette expérimentation. Mais on a enclenché aussi une évaluation externe du projet que j'ai conduite ces derniers mois et qui a montré, diapositive suivante, que START a répondu aux objectifs fixés et a pu démontrer son potentiel décloisonnant et transformateur. Je dis très humblement à ce stade potentiel parce qu'il s'agit en fait d'un processus qu'on souhaite évidemment poursuivre. L'idée, c'est de renforcer l'opérationnalité du dispositif. Diapositive suivante. Ah oui, je suis déjà… Pardon. Ce qu'on souhaite réussir à faire, c'est une vision qu'on a eue dès le démarrage, c'est de pouvoir installer et animer des communautés de pratiques professionnelles pour plusieurs raisons. D'abord, Start, c'est un starter, hein, ça n'est que 4 jours de formation, donc c'est très peu pour enclencher un véritable changement des pratiques, on le sait. Donc l'idée de ces communautés de pratiques professionnelles, ce serait de soutenir au quotidien les professionnels dans l'amélioration ou l'enrichissement de leurs pratiques. On sait que ça requiert des efforts cognitifs et relationnels à l'encontre des routines, des habitudes de travail. Donc, on pense que la mise en œuvre de ces communautés de pratiques professionnelles permettrait de soutenir l'effort. L'idée, ce serait aussi de faire vivre et d'enrichir les valeurs et les principes de coopération et d'intervention que promeut START, de cerner les déterminants du changement de pratique professionnelle attendu. Hein, ça questionne tout le monde aujourd'hui. Ça permettrait aussi, probablement, d'apprendre sur le fonctionnement de l'offre et des parcours sur la base de situations individuelles et de pouvoir en tirer les enseignements. Et ça permettrait aussi, c'est ambitieux, mais on verra si on y arrive, de développer une base de données et de connaissances qui pourrait permettre donc un socle pour des études à visée scientifique. Et l'idée qu'on poursuit, c'est vraiment de rassembler, de renforcer, de mettre en cohérence des savoirs aujourd'hui qu'on sait hyper utiles, mais très morcelés, de pouvoir mutualiser des outils au bénéfice de la diversité et de la complexité des profils de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, Muriel, pour cette présentation d'un programme extrêmement ambitieux et extrêmement intéressant. Donc, nous étions convenus que je puisse illustrer
la façon dont on peut s'approprier ce programme dans un établissement qui accueille des personnes, des jeunes, en l'occurrence polyhandicapés. Donc, je change de casquette brièvement pour prendre celle de directeur d'une plateforme polyhandicap en Seine-et-Marne, donc qui a été associée à ce programme. Et donc, je vais vous raconter brièvement comment ça s'est passé, surtout comment on en est venu à se questionner et à nous intéresser aux troubles neurodéveloppementaux. Et finalement, peut-être comment répondre à cette question, en quoi ce programme peut aussi répondre aux besoins des personnes polyhandicapées. Ça n'est peut-être pas encore une évidence enfin, pour l'ensemble des acteurs du champ du polyhandicap, mais en tout cas, c'est une chose dont moi-même, personnellement, je suis totalement convaincu. En fait, pour nous, la porte d'entrée dans cette réflexion a été, dans les années 2010, je vais dire, le constat de la non prise en charge des troubles du spectre autistique pour des enfants polyhandicapés. On avait systématiquement des portes qui se fermaient quand on cherchait de l'aide extérieure par rapport à des troubles du comportement, des fois des automutilations par exemple, enfin des situations très complexes d'enfants polyhandicapés. On se voyait systématiquement opposer le diagnostic d'encéphalopathie, et donc personne ne se sentait concerné finalement par ces questions de troubles du comportement, par exemple, où voilà, les prises en charge souvent n'étaient pas possibles pour les personnes polyhandicapées dans ce registre-là. Sur cette base-là est arrivé, dans le cadre du 3e plan autisme, donc 2013-2017, un outil d'évolution des offres dans le champ de l'autisme qui proposait donc un référentiel de qualité dans le champ de l'autisme, suite à un travail donc, conduit par Étienne Petit-Mangin. Et donc ce référentiel qualité national dans le champ de l'autisme a été diffusé à l'ensemble des établissements médico-sociaux qui pouvaient ou non s'en saisir s'ils considéraient qu'ils étaient concernés par cette problématique d'autisme. Et donc, dans la situation dans laquelle on était à cette époque-là, donc début des années 2010, nous étions directement concernés par quelques situations, et donc nous nous sommes questionnés sur le nombre de jeunes qui pouvaient être considérés comme ayant des troubles du spectre autistique, et donc pour lesquels nous aurions besoin d'outils et de moyens dédiés, comme pour les autres enfants autistes, on pourrait dire, pour améliorer leur accompagnement. On a fait une évaluation avec le médecin de la structure et on a évalué environ 20% les enfants concernés par des TSA dans notre structure, enfants polyhandicapés. Et donc, nous avons décidé de rentrer dans cette démarche d'évaluation interne à travers ce référentiel qualité, qui en fait est une démarche d'évaluation institutionnelle interne pour mesurer l'appropriation des recommandations de bonnes pratiques dans le champ de l'autisme qui ont été publiées par l'HAS et voir les écarts et donc mettre en place les plans d'action nécessaires pour corriger les écarts. Cette démarche a été très intéressante en interne et nous a conduit à faire une demande à l'ARS, c'était l'objectif d'ailleurs de cette évaluation, de financement d'un plan de formation assez important sur les méthodes d'éducation structurée, donc qui sont fortement recommandées dans le champ de l'autisme. Je vais utiliser des gros mots, donc ABA, Teach, PECS, Denver, etc. Donc, nous nous sommes formés collectivement sur ces méthodes et en fait, nous avons été très impressionnés par le résultat. On est parti très réticents, hein, collectivement, je peux le dire, et peut-être moi le premier, mais je n'étais pas le seul professionnel de l'établissement réticent, mais donc les résultats nous ont tout à fait convaincus de l'importance de ces approches qui permettent de structurer l'espace et le temps, de
de proposer aux jeunes que nous accompagnons des repères qui améliorent très sensiblement leur accompagnement et leur bien-être, on pourrait dire tout simplement. C'est à cause de ça donc, que l'ARS nous a proposé de rentrer dans le programme START parce qu'ils avaient repéré qu'on était intéressé par le sujet. Et donc, comme vous savez, j'ai participé avec des collègues de mon établissement à ce cursus de formation. Cela a confirmé complètement notre intérêt pour cette démarche et nous a permis de mieux comprendre l'intérêt de l'approche des troubles neurodéveloppementaux pour les personnes polyhandicapées, et en particulier le fait de pouvoir, grâce à une approche fonctionnelle décloisonnée, vous avez employé le mot à plusieurs reprises, de trouver droit de cité, enfin que les jeunes polyhandicapés que nous accompagnons pour, j'allais dire presque la première fois, trouvent droit de cité dans une approche transversale où on respecte à la fois la spécificité de leurs besoins, mais où ils sont inclus dans une réflexion des pratiques professionnelles, des pratiques d'accompagnement, des outils et donc des moyens aussi. Madame Jambard l'a évoqué ce matin que les recommandations peuvent servir des fois à avoir des moyens, c'est tout à fait vrai. Donc, voilà, rentrer dans une dynamique globale qui néanmoins reconnaît la spécificité des besoins des personnes polyhandicapées et qui est surtout, dans l'approche fonctionnelle, très attentif à l'émergence des compétences. Voilà, on sort d'une logique diagnostique clivante en étant dans une approche transversale. Voilà, donc, j'invite vraiment tout le monde à s'intéresser à cette question-là, malgré les freins qu'il peut y avoir encore, et on en a discuté, hein, et parfois institutionnels, hein, sur le décloisonnement, mais voilà, cette logique de transversalité, de décloisonnement et d'approche fonctionnelle, elle intéresse aussi évidemment les enfants et les adultes polyhandicapés. Et je crois que c'est un des enjeux forts aujourd'hui de l'évolution de nos pratiques et de l'accompagnement. Et je pourrais rajouter aussi un soutien très important, je pense, qui peut être fourni aux familles. Et les périodes de confinement ont pu le démontrer, comme quoi ces approches, si elles sont aussi, si les familles peuvent se les approprier, elles sont d'une grande aide aussi au quotidien. Merci de ce témoignage, hein, qui est dommage que Vincent ne soit pas là pour l'entendre, qui est très puissant, hein, pour nous, puisque START s'est donné comme périmètre les troubles du neurodéveloppement parce que c'est une assise qui est aujourd'hui scientifiquement, je l'ai dit, valide. Mais le projet est tout sauf exclusif. Il est très inclusif. Détiennent une part de la compétence dont on a besoin et qui ont envie de la partager et qui vont avoir envie d'accueillir la compétence du voisin. C'est vraiment le comité pédagogique s'est constitué de cette façon, les groupes de concepteurs se sont constitués de cette façon, et on espère que les communautés de pratique se constitueront aussi de cette façon, de manière à faire tache d'huile et de manière à faire que les bonnes pratiques qui ne sont pas peut-être strictement celles des recommandations de la HAS. Enfin là, j'avance sur des œufs, mais l'idée, c'est quand même que chaque professionnel garde du bon sens et se dise que ce qui a marché pour bidule peut marcher aussi pour machin, et que les professionnels deviennent un peu des couteaux suisses. C'est-à-dire qu'ils ont à leur disposition, ils ont compris un certain nombre de principes d'intervention, ils ont à leur disposition des clés de lecture, et ils vont collectivement, évidemment, avancer pour accompagner l'enfant ou l'adulte. Je n'ai plus de son. On n'a pas entendu la fin de votre phrase. Pardon.
Ben oui, je n'avais plus de son. Non, je disais que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les professionnels avancent au plus près des besoins des personnes, quoi, quel que soit tout le à fait. profil Oui. de la personne. Et il y a besoin, je pense, de penser les communs aujourd'hui et penser les spécificités. Oui, c'est effectivement un enjeu important que met en exergue START d'une certaine manière, c'est-à-dire à la fois le respect des spécificités des besoins et la transversalité nécessaire dans les pratiques. Et ça, je pense que ça rejoint tout à fait le souhait du groupe Polyhandicap France de pouvoir à la fois s'inscrire dans une démarche globale et où le droit de chacun est respecté et à la fois de devoir reconnaître la spécificité des besoins qui ne peut pas être niée, évidemment. Merci beaucoup. En tout cas, comme l'horaire tourne, je reprends ma casquette d'animateur. Je me tourne vers Jean-Claude Rioux. Selon quels critères des équipes pourraient être associées à cette poursuite du projet? Quels seraient les critères et quelles seraient les démarches pour entrer dans ce projet? Alors, on est en phase de dialogue avec les partenaires institutionnels que j'ai cités tout à l'heure. Le modèle aujourd'hui n'est pas posé, mais on resterait sur les premières briques qu'on a commencé à poser, à savoir ce socle commun de connaissances et ces 8 thématiques qui sont cultivées dans chacun des modules, et une première approche en réunissant des professionnels en territoire. Donc, il y a un double levier pour nous à actionner qui est de continuer à pouvoir diffuser ce socle commun de connaissances en territoire comme on l'a fait par la mise en œuvre de sessions de formation. Et puis, en parallèle, il y a à mettre à disposition en particulier au moins un outil qui permette de coopérer, mais pas seulement, on aimerait aller au-delà. Et tout ça n'est pas encore officialisé. Donc, c'est en cours. Très bien, merci. On essaiera de faire savoir aux communautés, justement, de ce qui pourra être fait et comment ça pourra être fait pour que, évidemment, chacun puisse participer à cet effort. Jean-Claude, si je puis me permettre, je lis une question dans le chat de Gaël Lepabic qui demande comment pouvons-nous progresser collectivement sur ces aspects de partage et des connaissances et de production des connaissances. Il me semble que vous y avez répondu indirectement, justement, par le programme START qui porte cet objectif. La question en creux qui est posée, c'est aussi peut-être quels sont les freins aujourd'hui à cette évolution. On peut certainement en identifier quelques-uns au niveau institutionnel, par exemple. Mais quels seraient les freins et comment progresser? Ah oui. Il y a encore une grande rigidité et une grande verticalité du système dans lequel on évolue. Au-delà, évidemment, de l'hôpital, de la médecine libérale, des structures entre elles. Nos administrations centrales sont elles aussi cloisonnées. Et là, on voit bien que on donne un espèce de rendez-vous à ce que chacun se mette d'accord sur à la fois le périmètre, les modalités. Ce qu'on sent très clairement, c'est que START est un vrai ciment, c'est-à-dire qu'il a cette capacité à pouvoir agréger pas mal d'acteurs et bon, il y a un certain nombre de dispositifs qui se mettent en œuvre. J'ai cité tout à l'heure les plateformes de coordination et d'orientation troubles du neurodéveloppement qui sont mises en œuvre dans le cadre de la stratégie nationale autisme, mais qui s'intéressent à tous les troubles. C'est vrai que START peut participer très facilement à la mise en œuvre de ces plateformes et au maillage territorial nécessaire.
Il y a la mise en œuvre aussi des DAC, ces fameux dispositifs d'appui à la coordination qui se font jour, mais de manière alors très macro, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le champ du handicap, hein, il y a le cancer est très investi, le diabète, voilà, et le champ du handicap devrait aussi y aller. Et puis les fameuses communautés 360 dont vous avez forcément entendu parler. Bon, c'est vrai que Start peut très facilement se brancher à ces mouvements de convergence de dispositifs. Mais il faut encore une fois que on soit tous d'accord sur la meilleure manière d'avancer sur la base de ce qu'on a déjà construit aujourd'hui. Oui. Une question qui fait suite donc à la précédente, je vous la lis telle quelle. Un territoire peut-il d'ores et déjà se porter candidat à l'organisation d'une formation sur le socle commun? Alors, nous, on veut beaucoup de candidats, hein. C'est évidemment que ça nous intéresse. Il y a un vrai enjeu là à pouvoir essaimer Start France entière. Aujourd'hui, ce sont 2 régions pilotes, Île-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont investies et mobilisées. Mais l'idée, ce serait Auvergne-Rhône-Alpes et Île-de-France. Donc, je ne sais pas de quel territoire il s'agit. L'idée, c'est que les ARS soient pleinement partie prenante du déploiement. Et parce qu'on tient à ce portage institutionnel fort et à cette inscription dans les enjeux territoriaux des ARS. Donc, s'il y a des territoires, s'il y a des professionnels, s'il y a des… Ben, c'est vrai que sans doute que ce qui peut être très aidant aujourd'hui, c'est d'en discuter avec les ARS concernés et de nous faire un retour. Merci beaucoup, Muriel. Le temps imparti est un peu dépassé, donc finalement, la conclusion, c'est que on est dans un processus de transformation des connaissances, finalement. Hein. Donc, et des postures. Ouais. Oui, et des postures, oui. Donc, c'est une transformation en profondeur qui prendra forcément du temps. Donc, il faut inviter tout le monde à rester ouvert à ces approches et à être curieux, disons même, tout simplement, hein, pour pouvoir découvrir tout l'intérêt qu'on peut y trouver dans l'accompagnement des personnes. C'est un objectif très pragmatique, très concret, très pratique, qui est tout à fait essentiel. Hein. On n'est pas dans de la théorie, on est vraiment dans de la pratique d'accompagnement professionnel, bien sûr, mais aussi pour les aidants, certainement. Donc, un grand merci pour votre intervention sur ce programme. Merci à vous.